La session d'aujourd'hui va porter sur les profils chercheurs et chercheuses dans le Web of Science. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais commencer par vous présenter l'agenda, les différents points qu'on va aborder dans la session d'aujourd'hui. On va commencer par parler des défis liés à la recherche de contenu pour un auteur spécifique. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Vous pourriez faire l'exemple ou faire une recherche, par exemple, sur votre nom, mais aussi sur le nom d'un collègue, d'un professeur, d'un enseignant, etc. Vous verrez que c'est assez difficile parce que les noms sont écrits différemment, ils sont très souvent abrégés, euh, avec par exemple le, le, le nom de famille qui peut être écrit différemment. On a le prénom aussi, ou des fois on n'a que l'initiale. Je vais expliquer pourquoi c'est important d'avoir un profil pour les chercheurs, mais aussi pourquoi c'est important pour les autres utilisateurs, ce que j'appelle les utilisateurs internes et externes. Bon, pour les profils chercheurs, bon, vous allez comprendre très rapidement, c'est une question de visibilité. Avoir un profil pour, euh, pour être plus visible, d'accord? Euh, Ce que j'appelle les utilisateurs internes, c'est par exemple, vous êtes affilié à l'université Abdel Malek Saadi, par exemple, ou Ibn Tofel au Maroc, et vous avez quelqu'un de l'administration, ça peut être le doyen, ça peut être la présidence, ça peut être le ministère. Euh, Donc, c'est ça qu'on appelle des utilisateurs internes et externes. Internes, ça va être des utilisateurs de votre institution, et externes, ça peut être le ministère, mais aussi des gens d'un autre pays qui ne vous connaissent pas du tout et qui ont besoin d'avoir plus d'informations sur votre profil. Ensuite, on a, alors ça, je vais en parler très rapidement parce que je ne sais pas si vous allez l'utiliser, mais c'est plus à titre informatif où, en gros, vous avez une API, vous pouvez utiliser récupérer les données des profils chercheurs via des scripts, via des programmes. Je vous expliquerai rapidement comment on fait ça. Et ça, c'est super intéressant quand on construit des systèmes ou des modèles par rapport à la production d'un chercheur ou quand on veut construire un système au niveau institutionnel ou au niveau national. Et ensuite, je ferai une démo live. D'accord? Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais parler des défis. Euh, ce qu'on constate, ça c'est une copie d'écran une partie d'une copie d'écran d'une requête dans le Web of Science. Quand on fait une recherche sur le nom Wang, un nom chinois, on trouve 2,9 millions. Donc ça c'est assez problématique quand on a des auteurs qui ont le même nom. Euh, comment on fait pour les distinguer, comment on fait pour les différencier. Donc c'est ce qu'on appelle la désambiguisation des noms d'auteurs. Donc ça, c'est très problématique. Vous voyez ici sur la droite plusieurs cartes par continent. Donc vous avez la source ici. Encore une fois, je partagerai avec vous la, la présentation. Mais si je prends par exemple le Maroc, on a Alaoui qui est un nom très commun. Si je prends la France, Martin. En Espagne, Garcia. En Amérique du Nord, Smith. C'est un nom qui revient très souvent. En Russie, Ivanova. Et ainsi de suite. Donc on a des noms qui sont très fréquents, très communs. Euh, dans, auprès de la population. Et ce qui fait que quand on cherche un nom d'auteur, ça va être assez compliqué. D'accord? De la même façon, donc ça c'est un problème euh, de base, j'ai envie de dire, mais aussi d'autres problèmes. Par exemple, quand on écrit, je sais pas moi, le nom de famille c'est Abdullah, en arabe il n'y a qu'une seule orthographe, mais quand on va traduire ou écrire ce nom en anglais, Abdullah, on peut l'écrire de plein de façons différentes. D'accord? Et ça, c'est assez problématique. De la même façon, on peut avoir des fautes d'orthographe, ça arrive. On peut avoir des abréviations qui sont faites par les éditeurs pour des raisons d'impression. On va contracter ou abréger le nom. On peut avoir des changements de nom, ça arrive, nom de jeune fille, nom d'épouse, donc on va avoir un nom composé, ça peut arriver, un nom de plume aussi. Il y a des auteurs qui vont utiliser un nom spécifique. Euh, et on peut avoir aussi, bah, comme j'ai mentionné tout à l'heure, différentes versions d'un nom personnel. Le problème ici, c'est que vous pourriez me demander, mais pourquoi on fait une formation sur ce sujet? Pourquoi est-ce que c'est important?
parce que, voilà, je sais comment je m'appelle. Il est où l'intérêt pour moi d'être au courant de ces problématiques? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous, à un moment donné, lors de votre carrière, en recherche scientifique, vous allez devoir récupérer les, vos publications. Ça arrive quand on fait son CV, quand on postule à un job, quand on veut lever des fonds, donc on veut récupérer, je sais pas moi, on veut postuler pour récupérer, avoir des subventions auprès du ministère. Très souvent, vous vous demandez vos publications, mais aussi, on va avoir une visibilité de votre profil. Donc ça, c'est la partie personnelle, c'est votre carrière. Après, il y a aussi la partie visibilité où là, en gros, si moi je cherche des experts, j'en parle d'ailleurs dans mes formations très souvent, dans ma newsletter aussi, j'en parle. Quand on cherche un expert, euh, vous avez tout intérêt à mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une meilleure visibilité. C'est-à-dire que si je cherche un chercheur sur un sujet précis, un sujet de recherche, je sais pas moi, un topic, un sujet ABC, je cherche ABC, je fais une analyse par chercheur, par expert dans le domaine. Si mon profil il est un petit peu en vrac, il n'est pas nettoyé, il n'est pas unifié, bah, je vais perdre en visibilité et en compétitivité. D'accord? Donc ça, c'est très important pour vous. Moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé aussi, surtout quand on a des noms composés. Donc moi, mon prénom Jamel, facile, mais le nom de famille, c'est El Wahid, donc c'est en deux mots. Et quand j'avais publié, je me rappelle la première fois où j'avais un papier en ligne, ce qui s'est passé, c'est que la machine qui avait indexé l'article pensait que, en fait, mon nom était en trois mots. Ce qui fait que El Wahid est devenu Wahid. Donc le L était passé à la trappe. Et depuis, ce que je fais, c'est que je publie toujours avec le même nom et je mets un tiret pour montrer que EL et OUAHI, donc El Wahid, c'est un seul nom de famille. Et ça, on s'en rend compte à partir du moment où vous avez une première publication. Mais même si vous en rendez pas compte, je vous montrerai comment on fait pour unifier votre profil pour avoir qu'une seule identité. Alors, comment on fait pour surmonter ces difficultés? Je pense que là, vous avez compris le contexte. Si je prends l'exemple du Maroc, Alaoui, il y en a plein. Si je prends Alaoui M, par exemple, Mohamed Alaoui ou Mustafa Alaoui, donc Alaoui M, il y en a un paquet. D'accord? Comment je fais pour avoir qu'une seule identité? Donc, en gros, il y a deux méthodes. La première méthode, qui est plutôt la méthode historique, c'est d'avoir un identifiant, de créer un profil en ligne et de récupérer vos publications et de dire à la plateforme, donc Researcher ID dans Web of Science ou ORCID, de dire à ces deux plateformes-là, cette identité, c'est moi. C'est un petit peu le numéro de passeport ou le numéro de carte d'identité nationale plutôt, parce que les passeports, on peut en avoir plusieurs. Carte d'identité nationale, on va avoir un identifiant. Et en gros, là, on parle du chercheur. Donc, historiquement, pour ceux qui ont déjà utilisé Researcher ID par le passé, c'est une plateforme qui date de 2000, si je ne me trompe pas, 2006 ou 2004. Et ensuite, ORCID est arrivé un peu plus tard, 2008, euh, où en gros, là, on avait la possibilité de créer des profils en ligne. Idéalement, une personne, un profil. On récupère les publications et on dit, voilà, ce sont mes publications. Ok. Un peu ce qu'on fait sur les plateformes comme LinkedIn ou ResearchGate, etc. Sur ces plateformes-là, on va avoir des profils que vous créez vous-même et ensuite vous rapatriez vos publications dans le profil. Ensuite, on a une deuxième méthode qui est un peu plus automatique, qui n'est pas parfaite, mais qui est plus générale. Donc ça, c'est plutôt des algorithmes. Donc c'est bon, on va l'appeler intelligence artificielle. En gros, ce que c'est des algorithmes, on appelle ça des algorithmes de clustering, de groupement d'identités par similarité. En gros, ce que je vais faire, c'est que si je prends l'exemple de Alaoui M, je vais avoir plein d'Alaoui M, mais si je vais un peu plus loin et je, 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 je plonge et je pioche un petit peu, je regarde les détails des publications, je vais me rendre compte qu'il y a un Alaoui M en médecine, il y en a un en ingénierie, il y en a un en sciences sociales. Donc il y a des publications, il y a des informations qui me permettent de séparer les identités, de les distinguer.
Il y a l'adresse mail aussi. Dans les publications, on a les adresses mail. Donc ça, c'est une adresse mail. Typiquement, c'est une information unique. On va avoir, par exemple, un Alawi M à Marrakech, Qadi Ayad, et on en a un autre à Oujda, à l'Université Mohamed Ier. Donc deux adresses mail différentes. Donc ça, cette information, elle est très riche, qui nous permet de distinguer ces deux Alawi M quand on a plusieurs Alawi, virgule M. OK. Donc c'est en gros, c'est des algorithmes qui permettent de créer des identités automatiquement et de dire, voilà, ça c'est une personne, ça c'est une identité et ça c'est une autre identité. Ce qu'on utilise, c'est 40 points de données. Je vous en ai mentionné quelques-uns ici. L'adresse mail, l'affiliation, le domaine, on utilise les citations, les références et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'en gros, on va créer des notices d'auteurs ou des profils de chercheurs qui existent déjà dans le Web of Science si vous avez au moins une publication. Et à partir de là, vous pouvez revendiquer votre profil. Alors à quoi ça ressemble? Un profil dans le Web of Science, ça ressemble à ça. Bon, c'est un peu petit, je vous montrerai après tout à l'heure dans le Web of Science, mais grosso modo, ce que ça fait ici, c'est qu'ici, déjà, vous avez un exemple de profil revendiqué. C'est un profil qui a été revendiqué par cette chercheuse. C'est pour ça qu'on a cette icône en vert qui dit, voilà, euh, c'est un profil qui a été revendiqué. C'est un profil qui a été nettoyé. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne se limite pas qu'aux publications indexées, c'est-à-dire les publications dans les journaux indexés dans le Web of Science. Vous pouvez aussi rajouter des publications non indexées. On a la possibilité de rajouter, si vous avez déjà fait ce qu'on appelle, vous avez participé à des comités de lecture, vous avez fait des examens de manuscrits auprès de journaux scientifiques, vous pouvez ajouter ces activités-là. Donc en fait, ici, ce que vous faites, c'est vous créez un CV scientifique. J'ai mon nom. Alors bien sûr, nous, on n'avait pas la photo de cette chercheuse, elle l'a ajoutée elle-même. C'est un chercheur, une chercheuse fortement citée, très actif en termes de comité de lecture. On a les différents noms. Je vous parcours ça très rapidement, je vous montrerai, c'est un peu petit, mais je ne pense pas que vous voyez, mais je vous montrerai tout à l'heure en détail. Les différents noms avec lesquels elle a publié, les organisations avec lesquelles elle a publié, les publications, les examens de manuscrits qu'elle a effectués, les journaux avec lesquels elle a travaillé en tant qu'examinatrice. On a des informations relatives à son réseau d'auteurs. Donc ça, c'est une information très riche aussi. Si je connais quelqu'un, par exemple, de mon institution qui a déjà travaillé avec quelqu'un, ben, je pourrais lui dire, est-ce que tu peux me présenter à cette personne? Parce que j'ai vu que tu avais déjà travaillé avec cette personne. On a des statistiques aussi en termes de position d'auteur. Statistiquement, cette auteur, elle est très souvent premier auteur euh, et auteur correspondant. Et ensuite, on a une comparaison avec des chercheurs similaires dans le monde. Elle est plus influente que à peu près 50, on va dire 50, 55% des chercheurs dans le monde actifs dans le même domaine. Ok. Ce qui est important ici, c'est qu'en plus de ça, bon, ça c'est dans le Web of Science, mais on peut synchroniser avec ORCID. ORCID, c'est une plateforme externe qui est très souvent utilisée par les agences de financement, par exemple. Et vous pouvez synchroniser, ce qui fait que vous gérez un seul profil. Ok. Ce qui est important aussi ici, c'est que, ça c'est très important, ça c'est le profil complet. Ça c'est ce que je vois quand j'ai accès au Web of Science. Mais ce que beaucoup ont tendance à oublier, peut-être aussi ils ne le savent pas, c'est qu'il y a une version gratuite de ce profil, qui est limitée, mais qui existe. C'est-à-dire que même si, alors vous au Maroc, vous avez la chance d'avoir accès au Web of Science via le ministère, via l'IMIST, mais il y a des gens, il y a d'autres pays, il y a d'autres institutions, des chercheurs qui n'ont pas accès au Web of Science en termes d'abonnement, mais ils peuvent quand même voir votre profil. Donc il y a une version gratuite qui est disponible, une version publique euh, qui est gratuite et qui est disponible pour tout le monde. Ok. Alors l'avantage pour les chercheurs, plusieurs avantages. Donc là, je zoome un petit peu sur les différentes parties. Donc ça, c'est un autre chercheur, une autre chercheuse ici. Et la différence entre un profil validé ou réclamé et non validé. Donc ça, c'était, en gros, c'est une identité qu'on a créée automatiquement en 2022. Et c'était un identifiant provisoire, mais elle avait déjà un profil
qu'elle avait créé en 2011. Donc là, on voit les noms auxquels cette chercheuse a publié. Donc on voit les institutions, les domaines, et elle avait aussi synchronisé avec ORCID. Ok. Donc là, clairement, on n'a pas la photo. On a moins d'informations sur l'auteur. Il n'y a pas de synchronisation. Donc là, par exemple, vous, si vous avez au moins une publication dans le Web of Science, vous cherchez votre identité et vous allez revendiquer, en anglais, claim, vous allez valider votre profil. Une fois que vous faites ça, le profil, il est validé, vous obtenez cette petite icône, la coche verte, qui indique que ce profil, il est revendiqué, il a été revendiqué par le chercheur ou la chercheuse elle-même, avec l'identifiant permanent. Okay. Alors, encore une fois, rappel, pourquoi est-ce que je dois valider ma notice d'auteur? La différence entre un profil revendiqué et non revendiqué, bah, clairement, c'est que déjà la liste des publications n'est pas vérifiée parce que l'algorithme il fait un bon travail, mais il n'est pas parfait. Donc c'est possible que vous trouvez un profil d'auteur avec des publications alors quelques publications qui n'appartiennent pas à cette identité-là. Le profil d'auteur non revendiqué n'inclut que les publications indexées dans le Web of Science. Donc si vous avez d'autres publications qui ne sont pas indexées dans le Web of Science, mais vous voulez les rendre visibles, là il faut avoir un profil revendiqué ou vérifié. Pas d'informations sur les co-auteurs quand le profil n'a pas été revendiqué. Il n'y a pas d'activité de révision, ça c'est pas visible. Aucun contrôle sur la façon dont votre nom, l'institution apparaît dans la notice. Pas de photo, vous ne pouvez pas exporter le CV et il n'y a pas de recommandation personnalisée. Ça c'est super important. Je vais vous montrer tout à l'heure. En gros, le Web of Science, à partir de vos publications, il va vous dire ah, cet article il est intéressant. Cet auteur il est potentiellement pertinent parce que vous partagez même expertise, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, vous aurez accès à la présentation. Je partagerai aussi avec vous les attestations dès que possible, et je prendrai le temps de répondre aux questions vers la fin de la session. Alors, ici, c'est encore une fois, j'ai été voir le profil de cette chercheuse. On a la liste des documents. On a un résumé. Donc, par exemple, très active en termes d'examen par les pairs, de comité de lecture dans ces journaux. Bon, elle en a listé 2 et elle est aussi active en tant qu'éditrice chez le Journal of Mental Health, journal de la santé mentale. Et on voit ici les publications, plus de 400 publications. Okay. L'objectif pour vous, et ça c'est une petite parenthèse, faire un doctorat c'est bien, faire de la recherche c'est bien, mais il y a quelque chose qui est aussi important, c'est d'essayer d'être visible par rapport à vos travaux de recherche. C'est-à-dire que faut essayer de se donner les meilleures chances possibles pour avoir vos travaux et pour les rendre les plus visibles possibles. D'accord? Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est de montrer l'impact de vos travaux de recherche et aussi toutes ces informations-là, vos affiliations, etc. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'environnement du Web of Science. Donc là, vous parlez directement à des gens qui utilisent le Web of Science, pas que des chercheurs. Je vous le dis tout de suite, il y a des ministères et aussi des entreprises, mais également des agences de financement qui utilisent les données du Web of Science pour essayer de détecter et aussi de recruter des experts dans le domaine. Okay. Le plus important, c'est vraiment de rendre votre profil le plus visible possible. Okay. Alors, comment on fait ça? Alors, pourquoi est-ce que je devrais réclamer et gérer ma notice d'auteur ou mon profil d'auteur? Il y a la possibilité d'opter pour des mises à jour automatiques. Vraiment, l'étape la plus importante, c'est aller dans le Web of Science aujourd'hui, vous cherchez votre nom, si vous avez déjà des publications indexées, vous allez trouver votre nom, revendiquer votre profil, vous allez dans les réglages et vous optez pour des mises à jour automatiques. À chaque fois que vous avez une publication, la publication, elle est ajoutée automatiquement à votre profil. Ensuite, pour ceux que ça intéresse aussi, on peut entrer des intérêts de recherche pour recevoir des recommandations. Si vous avez un ORCID, aussi c'est un conseil que je vous donne, essayez de créer un ORCID, vous synchronisez et là vous augmentez votre visibilité dans le Web of Science, mais aussi dans l'univers ORCID.
Hem, Ensuite, si vous avez un abonnement PivotRP, on peut aussi recevoir des recommandations pour les conférences. Il y a des questions que je reçois aussi souvent de la part des doctorants, des, jeunes chercheurs. Comment je fais pour être actif en tant qu'examinateur ou pour faire partie de comités de lecture auprès des journaux scientifiques? Il y a une section peer reviews ici. Vous allez dans votre profil, ça c'est dans le Web of Science. Vous pouvez vous donner et exprimer votre intérêt. Donc là, vous allez dire, par exemple, vous allez dire, par exemple, je vais, je suis intéressé pour examiner les manuscrits dans ce domaine pour tel et tel journal. Donc ça, c'est possible. Et vous allez recevoir des invitations parce que les éditeurs de journaux, les journaux eux-mêmes vont utiliser les données du Web of Science pour trouver des experts pour examiner les manuscrits qu'ils reçoivent pour publication. Donc là, vous passez de l'autre côté, vous passez dans les coulisses des journaux pour recevoir les manuscrits et faire l'évaluation de ces manuscrits. OK? Euh, alors juste une petite remarque parce que je reçois des questions en privé. Quand vous envoyez un message dans le chat, faites en sorte de l'envoyer à soit everyone ou panelist. Comme ça, Karima peut voir vos questions et elle pourra y répondre. Par exemple, sur la création de compte. Euh, Sinon, vous me laissez un petit peu de temps et je parcourrai les questions vers la fin de la session. Donc ça, il y a une question qui m'a été posée en privé de la part de Brahim. Je vais la mettre dans le chat. Donc, quand vous envoyez, vous avez en haut, vous avez la possibilité d'envoyer la question, votre commentaire. Mettez everyone, comme ça, Madame Karima et moi-même, on pourra voir votre message en même temps. OK. Alors, je poursuis avec la présentation. Il y a d'autres avantages quand on a un profil, je vous montrerai tout à l'heure, c'est qu'on peut créer des alertes de citation pour les profils. Quand quelqu'un vous cite, je veux savoir quand quelqu'un m'a cité. Je veux savoir quand d'autres auteurs ont ajouté des publications ou quand ils ont été cités eux-mêmes. Donc, c'est 3 types d'alertes différents. Je veux savoir quand je suis cité, je veux savoir quand un auteur a publié quelque chose de nouveau dans le domaine, ou je veux savoir quand un auteur spécifique a été cité. En plus de ça, vous verrez dans la page d'accueil, vous avez la possibilité d'accéder à votre profil très rapidement, mais aussi d'exporter ces données-là sous forme de CV. OK. Alors, il y a quelque chose de relativement récent aussi qui a été mis à jour dans le Web of Science. C'est une fonctionnalité relativement récente, c'est les mises à jour automatiques pour les profils des chercheurs. Comment on fait ça? Bon, déjà, il faut avoir un profil, mais ensuite, dans les réglages, on a, bon, c'est un peu petit ici, mais automatiquement, nous, on fait, par défaut, on inscrit votre profil pour que le profil soit mis à jour automatiquement à partir des données qu'on a de votre profil. Le nom, l'institution, le domaine, les adresses mail, etc. Donc, de cette façon, c'est ce que j'ai ici, on peut s'assurer que vos profils qui ont besoin d'une mise à jour la reçoivent sans que vous-même ayez besoin de vous connecter dans Web of Science et de rajouter vos publications à votre profil. Par contre, ça, l'ajout automatique, il va fonctionner que si vous avez au moins une publication indexée dans le Web of Science. Pourquoi? Parce que là, on fait ça dans l'univers du Web of Science, c'est-à-dire on utilise les métadonnées des articles de ce qu'on appelle les journaux indexés dans le Web of Science. C'est pas instantané, même si vous avez mis je veux une mise à jour automatique. Il faut attendre quelques jours pour qu'un article soit ajouté automatiquement à un profil après avoir été indexé. Et vous, comme on a votre profil, c'est-à-dire qu'on a votre adresse mail, vous recevrez un email de confirmation qui dit que la publication a été ajoutée. OK. Alors, comment ça marche? Les publications, elles sont ajoutées automatiquement, elles sont considérées comme validées. Vous avez la possibilité de dire non, non, c'est pas ma publication, l'algorithme, tu t'es trompé. Et là, l'algorithme il va comprendre que la publication n'est pas la vôtre et il ne rajoutera pas
dans le futur des publications similaires. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et on part du principe que l'algorithme, il fait un assez bon travail, il a une précision à peu près 94-95% si je ne me trompe pas. Donc on part du principe que les ajouts sont en grande partie corrects. Ok. Et quand on a lancé cette fonctionnalité, ce n'était pas que pour les nouvelles publications, c'était vraiment sur on parcourait toute la base. Ensuite, si vous dites, voilà, la publication, elle a été ajoutée à votre profil, vous la rejetez, alors qu'elle était correcte, on ne peut pas la rajouter automatiquement parce que vous l'avez marquée comme incorrecte, il faudra la rajouter manuellement. Ok. Alors comment ça marche? Je poursuis aussi avec cette diapo. Vous verrez dans vos réglages, dans les paramètres, vous avez préférence de publication. Vous pouvez cocher ici, vous l'activez. Je veux mettre à jour automatiquement mon profil à partir des publications, mais aussi ce qu'on appelle les preprints, les pré-publications. Ok. Vous recevez un email comme ça. Voilà, on a ajouté 3 publications à votre profil depuis telle date. Et dans le profil, vous le voyez, vous le verrez comme ça sera écrit auto-added, ajouté automatiquement. Il y a cette petite icône. Il faut compter jusqu'à 5 jours pour voir toutes les publications sur votre profil. Ça concerne la mise à jour automatique. D'accord? Alors, pour les autres utilisateurs, ça, pour l'instant, on n'a parlé que de vous. C'est-à-dire comment vous créez, vous revendiquez, vous gérez votre profil, les réglages et ainsi de suite. Les avantages pour les autres utilisateurs, donc ce que j'appelle l'utilisateur interne, par exemple votre chef de labo, le doyen, le président de l'université, le ministère. Donc, quand on est dans l'université, c'est l'utilisateur interne. Le ministère, déjà là, on parle d'utilisateur externe ou de notre agence de financement. Donc ça, c'est d'autres types d'utilisateurs. Donc là, je pense aux administrateurs, les bibliothécaires. Eux, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est qu'ils peuvent aussi corriger les profils d'auteurs. Parce que les bibliothécaires, ils savent, par exemple, vous avez une publication, vous l'ajoutez à la bibliothèque nationale, ou alors vous allez déposer votre dissertation, ben, on peut aussi corriger les profils à partir de ces données. Ok. Et ce que je dis ici, les notices d'auteur peuvent être partagées avec toute personne, même si elle n'a pas accès au Web of Science, parce qu'il y a une version gratuite, publique du profil. Et il y a différents types d'accès. Alors, très rapidement, il y a un profil en accès libre. Sans être abonné au Web of Science, il y a une version gratuite. Le profil, il existe, mais il est limité. La version, il y a information sur le chercheur, ok, Web of Science Researcher ID, l'évaluation par les pairs, indicateur de publication, tableau de publication et d'évaluation par les pairs. Ça, c'est l'accès libre. Ensuite, on a un accès enregistré, mais sans abonnement. Je peux créer un compte dans le Web of Science, même si je n'ai pas accès au Web of Science, si mon institution ne s'abonne pas. Et ensuite, on a l'accès abonné. Donc ça, c'est ce qui vous concerne, vous. Vous allez avoir la version complète au Maroc. Vous avez accès à la version complète des profils de chercheurs, y compris les fonctionnalités supplémentaires. C'est-à-dire, vous pouvez chercher donc, les chercheurs, analyser les co-auteurs, les rapports de citation avec le H-index, etc., le nombre de publications. Vous pouvez exporter le profil. Vous pouvez comparer votre profil avec les profils des chercheurs dans le même domaine. Et vous avez aussi une répartition géographique des citations, d'où viennent vos citations. Okay. Les utilisateurs externes, on a les agences de financement, les évaluateurs ou les examinateurs de vos travaux de recherche et les éditeurs. Donc ça, c'est au niveau des journaux. Les agences de financement, avant de vous accorder des fonds, ils vont s'intéresser à votre profil. Déjà, vous pouvez même inclure votre CV, votre profil exporté du Web of Science dans votre dossier, dans votre demande de subvention. Okay.
on a les évaluateurs doyens comme le président de votre institution, comme le ministère, ils vont utiliser Insights. On aura une formation sur la plateforme Insights. Et quand on a des profils revendiqués, c'est beaucoup plus simple de faire une évaluation à partir des données de publication et de citation d'un chercheur en particulier. Et ensuite, on a les éditeurs de journaux. On peut identifier les évaluateurs potentiels. Ça, c'est un des plus gros challenges des éditeurs, des journaux, c'est de trouver des gens qui peuvent examiner des manuscrits. D'accord? Alors ça, c'est Insights. On en parlera très rapidement. J'en parle très rapidement ici, mais je ferai le détail de cette session quand on parlera d'Insights lors de, il me semble que c'est le dernier module 5. Donc là, je peux, à partir des profils, avoir une comparaison rapide, nombre de publications, leur affiliation, les citations qu'ils ont reçues, les citations sans les autocitations, l'indice H et ainsi de suite, les citations reçues euh, depuis des brevets et ainsi de suite. Donc ça, c'est Insights, mais ce n'est pas l'objectif de la session d'aujourd'hui. Juste pour vous dire que voilà, on a des noms de personnes ici, on a des noms de chercheurs. Toutes ces données-là proviennent du Web of Science. Et on peut comparer ensuite les chercheurs, on peut même créer une équipe et dire, par exemple, je vais récupérer tous les chercheurs actifs en mathématiques appliquées Qadir Riyad, je vais comparer avec l'équipe de mathématiques appliquées de l'université Mohamed Khamis, par exemple. Et je vais comparer deux équipes. Je peux faire ça dans Insight, c'est relativement simple. Très rapidement, l'API, ensuite je vais parler du Web of Science. Vu qu'on a démarré un petit peu quelques soucis techniques au début, je vais prendre le temps dans le Web of Science pour vous expliquer comment on gère tout ça dans le Web of Science. Mais avant ça, juste pour information, vous n'avez pas accès à l'API Researcher API, mais en gros, on peut récupérer toutes ces données via des scripts, via du code. Donc, il y a une façon où on peut récupérer, par exemple, tous les profils de chercheurs pour King's College London, par exemple. Je vais avoir l'identifiant, le nom, l'affiliation primaire, l'indice H, le nombre de publications, le lien et le nombre de citations. Et je peux faire ça par sujet aussi. Je peux chercher les meilleurs auteurs, les top 10 affiliés, basés en Angleterre pour le sujet intelligence artificielle. Et ça, je peux faire une analyse comme ça. J'écris quelques lignes de code, c'est relativement direct. Et je peux interroger la base Web of Science sans utiliser la plateforme. OK? OK, alors, je vais faire une démo rapide et, ensuite, on va prendre les questions. Donc, vous me dites si vous voyez mon navigateur. Là, maintenant, je suis sur Web of Science. Si vous pouvez confirmer. Est-ce que vous voyez le Web of Science? OK. Alors, merci à Atman. Parfait. Donc, Madame Karima a déjà répondu aux questions concernant l'accès. Vous avez accès au Maroc via l'IMIST, donc e-resources. Alors, moi, je suis pas basé au Maroc, donc je pourrais pas accéder à cette plateforme, mais je vais mettre le lien quand même dans le chat. Il faut avoir un compte, voilà, donc il faut se connecter depuis le Royaume du Maroc. Donc moi, je suis pas physiquement présent au Maroc maintenant. Vous créez un compte et créez le compte avec une adresse mail institutionnelle et dans e-resources ou electronic resources, ressources électroniques, vous accédez au Web of Science. Ensuite, vous créez un compte. Vous allez accéder au Web of Science. Ici, vous verrez Register. D'accord? Très rapidement, avant de vous montrer comment on crée un compte, je vais vous montrer un exemple. Si je prends une institution au Maroc, je vais prendre Qadir Riyad, par exemple, l'Université Qadir Riyad à Marrakech. Alors, il faut que je me connecte. Web of Science m'a déconnecté. Il va me reconnecter rapidement. Juste un instant. Je me connecte. Voilà, donc je me connecte. Aujourd'hui, je travaille depuis la maison, donc j'ai mon compte qui me permet d'accéder au Web of Science à distance. Et je dis au Web of Science, liste-moi
les chercheurs affiliés à Qadi Ayad en me basant sur les publications les plus récentes. Donc l'Université Qadi Ayad à Marrakech, Web of Science, il me trouve 4000, un peu plus de 4000 profils. Et vous voyez là, il y a 443, donc à peu près 10%, 11%. 11% des profils qui ont été revendiqués et pas mal de profils, le reste, qui n'ont pas encore été revendiqués. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit chercher par institution, mais vous pouvez chercher par nom aussi. Donc là, je vais changer. Je vais prendre, je vais tricher un petit peu. Je vais prendre, voilà, j'ai vu qu'il y avait Gouche d'Amis. Je vais mettre Search. Il va me sortir 3 profils qui s'appellent Gouche d'Amis D. D'accord? Oh non, pardon. Gouche d'Amis, il y en a 2. Gouche d'Amis 2. Gouche d'Amis D, il y en a 2. Et il y a Gouche d'Amis Fatima Zahran. Donc ça, c'est une autre personne. Et de toute façon, le profil a déjà été revendiqué ici. Si moi, je suis cette personne, donc là, vous pouvez chercher sur votre nom. Et donc là, je vais aller voir le profil. Et je vais dire, donc là, je suis connecté, je vais dire Claim my record. Are you this author? Donc, est-ce que je suis cet auteur? Et je vais répondre oui. D'accord? Ce que je pourrais faire aussi ici, c'est je peux les voir comme étant une notice combinée. D'accord? Là, j'ai fusionné 2 profils pour les gens un petit peu techniques. Chaque profil a un identifiant. Et là, vous voyez dans ma requête en haut, je suis en train de regarder 2 identifiants en même temps. Et là, je revendique ce profil. Voilà, Gouche d'Amidé, à Qadiriyad, Marrakech, en physique, il n'y en a qu'un, c'est moi. D'accord? Gouche d'Amidriss, et je le vais revendiquer. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a Gouche d'Ami D points, Gouche d'Ami D, Gouche tiré d'Ami D points, Gouche d'Ami D 100 points et Gouche d'Ami Driss. Donc l'algorithme, il a créé cette identité. Encore une fois, ça c'est une notice de profil qui a été générée de manière algorithmique en utilisant les 40 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont l'affiliation, les noms, les institutions et les domaines, mais aussi le réseau de publication, le réseau d'auteurs, pardon, les références et ainsi de suite. Donc là, moi, si j'étais Driss Goujdami ici, juste, ça prend quelques minutes, hein, vous avez vu, hein, je recommence, je le fais rapidement. Je fais une recherche par chercheur, je vais chercher sur mon nom. J'ai pris ce nom-là et je vois des identités. Je dis, OK, ça me parle. Je suis actif depuis 89. Je veux voir comme étant un profil combiné et je vais revendiquer. Et ensuite, vous avez un- une espèce de processus, une sorte de processus à suivre. Et ensuite, bah, vous réclamez, vous revendiquez votre identité. Une fois que vous avez fait ça, je peux même corriger, hein. Une fois que j'ai le profil, je vais dire, bon là, il y a pas mal de publications, je vais dire non, non, cette publication, c'est pas la même. C'est pas la mienne, pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir, alors on va repartir sur ma recherche initiale. Je vais prendre un profil qui a été revendiqué, Abdelkader ici. Voilà, donc lui, il a revendiqué son profil et il l'a fait en 2022. Ok. Et là, vous voyez, il y a même des fois des journaux qui ont considéré qu'Abdelkader, c'était le nom de famille, alors que c'est le prénom. Donc lui, il est venu et il a revendiqué son profil. Et quand on a un profil revendiqué, on a plus d'informations sur l'impact de cet auteur, proportion de publication par position d'auteur. Voilà, 3% de ses publications, il est le premier, mais il est très souvent dernier auteur. Vu que je suis intéressé par ce profil, Web of Science me dit que peut-être que ces auteurs-là euh, pourraient vous intéresser aussi. Et là, sans lui demander, je sais qu'il travaille beaucoup avec Hassan, travaille beaucoup avec Abdelkader, avec Hamzian et ainsi de suite. D'accord? Donc là, j'ai tout le réseau d'auteurs de, de ce chercheur. On a même les pré-publications. Ok, donc là, on a tous les documents indexés. Une pré-publication, je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a ajouté. Donc voilà, donc
à partir des adresses mail de l'auteur, par exemple du nom, et ben on voit, si j'ouvre ici cette publication, voilà, donc là, je pourrais aller voir le preprint, je ne sais pas où est-ce qu'il a été déposé, sur la plateforme preprints.org. Voilà, je trouve son identifiant et ainsi de suite. Alors, encore une fois, donc ça, c'est comme ça qu'on fait. Encore une fois, il faut avoir au moins une publication dans le Web of Science pour gérer son profil. Mais vous pouvez créer un profil sans avoir de publication. Je vais vous montrer, moi, j'avais créé mon profil en 2014 et ma première publication date de 2020 ou 2000, il me semble, ouais, 2020. Donc, on peut créer son profil sans avoir de publication. Même si vous êtes doctorant, vous créez votre profil. Comme ça, au moins, vous avez un identifiant. Je peux le synchroniser, créer un compte avec ORCID et dire au monde, voilà, moi, je suis actif dans ces domaines-là. Web of Science me dit que moi, je travaille beaucoup sur la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Par exemple, Moyen-Orient, Science Policy, voilà, ça c'est des sujets qui m'intéressent, hein. J'étudie les articles, les bibliométrics, etc. Carrière de chercheur. Vous pouvez même rajouter votre dissertation et thèse, les publications et aussi les preprints, les pré-publications. Okay. Information très riche, comme je vous l'ai mentionné. Donc là, par exemple, moi, en tant que je peux voir des statistiques par rapport à mes publications, l'indice H, etc. Où est-ce que je me positionne? Mes publications, elles sont entre le 53e et le 79e. Et sur ma carrière, je suis dans le 75e percentile. Si on prend des chercheurs similaires, on peut dire je suis plus influent, ou mes publications ont plus d'influence que 75% de publications similaires. Statistiques sur premier auteur correspondant, des recommandations par rapport à des chercheurs actifs sur des sujets similaires. Là, sur les 5, j'en connais aucun. C'est lui, enfin, j'avais déjà lu une de ses publications. Donc là, Web of Science me dit, ces chercheurs-là, ils sont actifs. Alors moi, je peux voir ce qu'ils font. Je peux peut-être même les approcher pour collaborer et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on est plus dans la stratégie de recherche. OK? Ça, je peux exporter un CV. Je peux exporter toutes ces données-là. Je peux dire à quelle période m'intéresse. Voilà, ma première publication, c'était 2020 et je veux un PDF. Je veux inclure toutes les informations. Je peux ajouter du texte, etc. Je peux ajouter ça. Voilà, ma production au cours du temps. Je décide ce que je veux rajouter. Il y a même les comités ou les examens de manuscrits que j'ai faits, et ainsi de suite. Et je peux télécharger mon profil. Alors ça, c'est quand on a déjà le profil avec des données. Comment je fais? Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a différentes façons d'accéder à votre profil. Ici, soit vous allez dans My Profile, et là, je peux éditer. Je peux tout éditer. Je peux changer la photo. Voilà, je peux mettre les différents noms. Je l'ai dit, hein, par exemple, moi, j'ai rajouté celui-là. L'institution primaire avec laquelle je fais de la recherche. Voilà, donc ça, je peux changer ça. Préférence de publication, je vous l'ai mentionné en présentation tout à l'heure. Ici, je veux ajouter automatiquement les publications à partir des données que Web of Science a sur mon profil. Ensuite, ici, on a Peer Review. Alors, en ce moment, par exemple, ici, je peux dire qu'est-ce que je veux afficher. Alors moi, je montre le nom du journal, de la conférence pour laquelle j'ai fait un examen de manuscrit. OK. Ensuite, en ce moment, je suis assez occupé, donc j'ai dit que j'étais pas disponible pour faire l'examen de manuscrit, ou je suis pas disponible sur telle période, ou je suis disponible. Et à partir de là, les éditeurs, eux, ils ont accès à cette information-là. Ils vont me contacter, ils vont me dire, on a trouvé un manuscrit qui colle avec votre expertise. Est-ce que vous êtes disponible pour faire l'examen, l'évaluation de ce manuscrit? Donc là, pour l'instant, j'ai dit que j'étais pas disponible parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Et ensuite, par contre, ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais dit,
Pardon, si je repars sur le profil, Peer Review Preferences, ici, j'ai déjà mentionné que j'étais intéressé pour faire les examens de manuscrits pour ces journaux. Alors je l'ai fait, vous voyez, quasiment sur la même date, mars-juin 2021-2023. J'avais mentionné que j'étais disponible pour faire l'examen de manuscrits pour ces journaux. C'est des journaux assez connus dans mon domaine, Journal of Scientometrics, Quantitative Science Studies, etc. Et donc là, les éditeurs de ces journaux-là vont recevoir, ils ont cette information. Ok. Donc ça, je peux aussi le faire dans mon profil. Donc ça, c'est une question qui m'avait été posée, je me rappelle, par un doctorant. Où, il m'avait dit comment je le fais pour... c'est une bonne technique pour savoir ce qui se passe dans votre domaine, rester à jour. Vous recevez les manuscrits avant qu'ils soient publiés et vous aidez aussi, vous contribuez au développement de la science et vous donnez votre avis aux manuscrits. Et aussi, vous apprenez à faire l'évaluation des manuscrits. Et dans ce cas-là aussi, ça peut vous aider pour avoir une idée de comment votre manuscrit sera évalué. Ok. Et ensuite, il y a ORCID Syncing. Donc là, on peut synchroniser votre profil avec ORCID. Donc ici, pour la première fois, vous aurez une connexion connectée à ORCID et vous décidez ce que vous voulez synchroniser. Alors moi, j'ai tout gardé. Ce que j'ai dans le Web of Science, je veux l'exporter vers ORCID. Et ce que j'ai dans ORCID, je veux l'importer dans le Web of Science. Donc là, je pourrais pousser manuellement et faire une update. Si je vous montre mon profil ORCID, je n'en gère qu'un seul. Moi, je vous conseille, même moi, quand je soumets un manuscrit à un journal ou une conférence, je mets toujours le ORCID parce que je sais que le ORCID, il va être mis à jour dans Crossref et ainsi de suite. Et ça va mettre à jour mon profil Web of Science. Alors ça, c'est Employment. Donc là, vous allez voir, par exemple, la formation. Vous pouvez rajouter ça dans ORCID, mais aussi vous avez vos travaux, donc là les 13 publications. Il y en a qui viennent, vous avez vu, hein, il y en a qui viennent de mon université, il y en a qui viennent de, de quoi? Du journal. Donc ça c'est l'information, c'est le journal qui a mis à jour mon profil ORCID. Ça c'est le preprint server, donc ça le serveur des pré-publications qui a mis à jour directement ORCID. Et donc ça met à jour automatiquement aussi mon, mon profil. Et la même chose, par contre, tous les examens, les examens par les pairs que j'ai fait, là, les 12, proviennent de ORCID. Et je peux les pousser vers Web of Science. Ok. Ensuite, alors je termine rapidement. Dans la page d'accueil, quand vous avez un profil, alors vous pouvez aussi mettre à jour votre profil. Je recommence ici, sur la gauche, vous avez un menu. Vous pouvez accéder à ces différentes fonctionnalités via le profil. Encore une fois, soit ici, My Profile, où ça vous amène directement vers votre profil. Sur la page d'accueil, vous avez des paramètres ici, où moi, en fait, j'ai dit au Web of Science, je veux voir mes recherches récentes, les recommandations, les alertes, et tout en bas, je veux mes métriques, ma performance. Ok, donc je peux changer ça, hein. Je peux changer l'ordre. Ok, je sauvegarde. Je vais aller voir la page d'accueil. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai la recherche. J'ai mes recherches récentes. Ok. Ensuite, j'ai les recommandations. Donc là, Web of Science, il me recommande cet article qui colle, qui correspond à mes travaux de recherche. J'ai des recommandations de conférences. Là, j'ai des suggestions de chercheurs. Web of Science me dit que ces chercheurs partagent les mêmes expertises que moi. Donc là, on retrouve certains noms. D'accord? Et vous voyez, donc il y en a, ils ont leur photo, donc clairement, ils gèrent leur profil. Quand il y a la photo, vous savez qu'ils sont en train de gérer leur profil. Ensuite, il y a par exemple les alertes. Donc là, il y en a deux que j'ai pas lues. Je vais ouvrir celle-là. J'ai reçu une citation le 3 avril, la semaine dernière. Donc là, il y a une publication qui est sortie le mois dernier. Il cite une de mes publications. Moi, je veux voir. Donc, il cite cette publication-là. Et ça, c'est une bonne façon de faire. Moi, là, clairement, ces gens-là, je sais qu'ils ont lu ma publication. Alors, je pense qu'ils sont en Italie, en Norvège, Belgique.
il y a même quelqu'un de la Commission européenne. Si moi, je veux un jour travailler avec la Commission européenne, le quatrième auteur, c'est qui? David, ici. David Pina. Je vais m'intéresser à ce qu'il fait. OK. Donc là, il s'intéresse beaucoup aux bourses de financement. Marie Sklodowska-Curie, c'est un projet. C'est un projet de financement en Europe. Ben, moi, je vais m'intéresser à ce qu'il fait, je vais lire, et ensuite, je peux potentiellement l'approcher. On lui dit bonjour David ou salut David. J'ai vu qu'on partage des intérêts de recherche communs. On a des intérêts de recherche en commun. Je travaille sur les bourses de financement au Maroc, par exemple. J'ai accès à plein de données. Est-ce que ça t'intéresse de travailler sur cette étude-là? Ou un jour, je ne sais pas moi, on met en place des projets ou des actions de financement entre l'Europe et le Maroc. Ou si vous voulez travailler en Europe et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on devient stratégique. Celle-là, je ne l'ai pas encore lue. Je vais aller voir. Euh, alors c'est une autre étude et il cite le financement parce que j'avais fait une étude sur le financement. Ok. Donc là, je peux voir où est-ce qu'ils sont basés. Je pense que c'est des Chinois. Il n'y a que des Chinois et j'ai leur adresse mail. C'est comme ça qu'on approche quelqu'un. Je lis la publication. Ah, j'ai lu la publication avec intérêt. J'ai même accès au PDF ici avec un autre clic. On partage des intérêts en commun. D'ailleurs, ils travaillent aussi avec le Web of Science. J'ai l'adresse mail. Euh, est-ce qu'on peut collaborer sur des sujets? On travaille sur une conférence, on met en place une conférence, je sais pas moi, un livre. Bref, il y a plein de pistes, ou ne serait-ce que discuter en fait, juste créer son réseau. Et ça, vous avez vu, hein, ça fait 1 heure qu'on en parle, mais ça m'a pris quelques minutes, on va dire 20 minutes pour créer son profil. Et à partir de là, on a potentiellement plus de visibilité. Euh, et vous pourriez même partager, hein. Euh, Vous avez cité, ils ont lu ma publication. Et après, ben, c'est un petit peu, en gros, une façon d'amorcer, d'initier des conversations. Alors, si je descends, j'ai les alertes. Ensuite, là, j'ai un récapitulatif, un résumé de mon profil sur mes publications. Alors, j'ai fait le tour. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Mais encore une fois, la session est enregistrée. Euh, je vais parcourir les questions très rapidement. Euh, alors, quelle image, je sais pas. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par le chat, parce que j'ai vu que tu as déjà répondu à pas mal de questions. Ok. Alors, il y a une question sur d'autres sujets qui m'ont été posés en privé. Alors, pour information, il y a d'autres formations, alors celles qui sont organisées avec l'IMIST. Donc, je vous ai expliqué, il y a une série de modules, les 5 modules qui vont être euh, qui sont déjà organisés entre mars et mois de juin. Mais il y a aussi des webinaires que j'organise chaque mois. Je les poste, je les annonce via ma newsletter. Si vous n'êtes pas déjà inscrit pour recevoir les alertes, je vous mets le lien ici dans le chat. Par exemple, la semaine prochaine, alors je fais généralement un webinaire par mois, le même webinaire en anglais et en français. Vous pouvez assister à celui que vous voulez. La semaine prochaine, c'est en anglais, la semaine suivante en français, et on va parler de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le Web of Science. Le mois prochain, ça sera sur les sujets de recherche, comment rester à jour sur les derniers développements dans votre domaine. Et dans cette newsletter, je partage aussi pas mal de conseils. Euh, Hier, par exemple, il y a quelqu'un de Ben Glade qui m'avait dit comment, voilà, je prépare mon programme pour devenir, pour m'inscrire en doctorat. Voilà, donc là, ici, je partage avec vous comment on prépare euh, une candidature pour un doctorat, comment on prépare sa cérémonie de doctorat, comment on rédige une dissertation, on rédige un manuscrit, comment on répond aux examinateurs. Plein de guides pratiques qui ont été élaborés à partir de mon expérience chez Clarivate, mais aussi en tant que chercheur. Donc, je vous l'envoie dans le chat. Euh, alors, les questions, l'attestation, vous me laissez un petit peu de temps, vous l'enverrez dès que possible. Euh, les autres formations, elles sont annoncées
beaucoup de formations qui sont annoncées sur la page Facebook de l'IMIST. Vous pouvez suivre la page. Donc, différentes plateformes, voilà, la formation qui a été annoncée aujourd'hui. Je les reprends aussi moi-même sur ma page Facebook également. Ça, c'est pour les formations avec l'IMIST et CNRST. Alors, création de compte, merci Karima d'avoir répondu aux questions. Oui, une question intéressante sur l'examen par les pairs. Question de Malika. À quel niveau d'expertise peut-on commencer à faire des peer reviews, sachant que nous sommes encore doctorants? Alors, c'est une bonne question, c'est une question qui revient souvent. Ça dépend, il y a des éditeurs qui demandent à ce que, voilà, il y ait un minimum d'expérience. Euh, mais il y a plein de formations. Il y a plein de formations. Euh, je pourrais en partager une avec vous sur comment on fait l'examen euh, de manuscrit. Elle est là d'ailleurs sur mon site. J'ai des cours gratuits euh, sur expliquer comment un manuscrit il est évalué. Donc non, non, vous pouvez exprimer votre intérêt auprès des journaux, vous créez votre profil, vous allez recevoir des invitations. À partir du moment où vous êtes capable de faire une lecture structurée d'un manuscrit euh, et aussi une lecture critique, voilà, donc là j'explique en gros comment un manuscrit il est évalué. Donc comment vous, en tant qu'examinateur, vous allez examiner un manuscrit, donc le titre, le résumé, les références, l'évaluation de l'introduction, de la méthode, les données, les résultats. Donc ça, je partage avec vous, c'est des cours gratuits avec attestation. Il suffit de s'inscrire, de visionner les enregistrements. Vous obtenez aussi une attestation. Donc ça, c'est une formation qu'on a faite il y a quelques temps déjà. Et j'ai partagé, donc ça, c'est une formation gratuite sur mon site. Euh, ok. Non, question de Kaltoum, on peut pas synchroniser avec ResearchGate. Non, non, c'est que Web of Science et ORCID. Euh, ok. Ouais, comment accélérer la publication? Là, il y a plein de sujets qui sortent un petit peu du sujet du profil. Aujourd'hui, la formation, c'était vraiment sur le profil. J'ai d'autres, encore une fois, j'ai d'autres formations sur la publication, euh, préparation de votre manuscrit, etc. Choisir une revue pour publication. Euh, Tout ça, quand vous prenez ça en compte, ça vous met dans de bonnes conditions pour publier votre manuscrit. Ok, alors dans le chat, c'est bon. Oui, merci Karima d'avoir précisé de poser les questions dans la section questions-réponses. Ok, ok. Euh, oui, question de Khatima. Oui, on peut créer un profil sans avoir de publication. Mais si vous avez déjà une publication, alors il y a déjà une identité qui a été créée pour vous. C'est le cas de Gouche d'Amis, par exemple, ici. Alors, lui, il a plein de publications, mais il n'a pas eu à créer le profil. Et on peut créer un profil. C'était mon cas d'ailleurs. J'avais un profil dans Researcher ID. Pendant longtemps, j'avais 0 publication. Euh, ok, donc ça, création de compte, ça a déjà été fait. L'enregistrement, il sera partagé très prochainement. Commentaire de Mohamed, merci, je viens de revendiquer mon profil. Parfait. Bon, on va regarder. Est-ce que je peux le chercher tout de suite? On va voir. Donc, Wazni, je vais mettre l'initiale M. Wazni Mohamed. Donc, l'icône verte, Wazni Mohamed d'Agadir, j'imagine. Euh, donc, ici, on peut prendre cet exemple-là. Je pense que c'est la même personne, mais vous avez vu la différence, c'est que Mohamed avec deux M ici, Mohamed avec un M. Ce qu'on peut faire, c'est que demain, dans quelques jours, vous allez avoir l'icône comme quoi un des profils de ces profils ici a été revendiqué. Et après, on peut les fusionner. D'accord? Ensuite, il y a aussi, vous verrez, des fois, il y a des petites erreurs. On peut corriger les auteurs. Donc ici, vous avez une page
qui vous explique comment votre profil, s'il y a un problème. D'accord? Comment on fait pour fusionner, comment on fait pour enlever des publications s'il y a des problèmes au niveau des publications, et ainsi de suite. Alors, bah, de rien, merci à vous, Mohamed. Je suis content, au moins un profil. Donc là, on le voit ici, je pense que c'est la même personne parce qu'on voit que c'est euh, peut-être qu'à un moment vous y étiez à l'université Mohamed Khamis, mais en gros, à Agadir. Ok. Question de Houda, est-ce que c'est conseillé de créer le profil même si en première année il y a un article non indexé? Oui, oui. Moi, je vous conseille dès maintenant, créer votre profil et vous le revendiquez. Et après, vous jouez avec les paramètres de réglage, etc. Même si l'article n'est pas indexé, c'est-à-dire que, je sais pas, vous avez une prépublication, par exemple, euh, on peut ajouter les prépublications. Les prépublications ici, moi j'en ai ici, si je fais juste les preprints, j'en ai 5. Moi, dès que le manuscrit il était prêt et que je l'ai envoyé au journal, je l'ai déposé dans un serveur, Archive, et bah, j'avais de la visibilité sur ce, sur cette publication. Question de Noah. Oui, il y aura d'autres sessions prévues prochainement autour de l'IA. Donc, je l'ai mentionné. Donc, ça, c'est une session publique. Je vais remettre le lien. C'est une session la semaine prochaine en anglais, la semaine suivante en français, donc le 15 et le 22. Je vous envoie ici, vous avez les liens pour vous inscrire. Et le mois suivant, je ne l'ai pas encore annoncé, mais ça sera sur, en gros, comment rester à jour sur la recherche scientifique. Ok, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde le chat et la section questions-réponses en même temps. Alors, vous êtes 700, exactement 775. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que je peux vérifier un nom. Alors, j'ai juste pris ça comme exemple. Je peux évidemment pas vérifier tous vos profils, mais je vais en faire un deuxième, juste pour vous montrer comment on fait. Euh, donc, dans le Web of Science, vous accédez au Web of Science. OK. Vous allez dans Researchers. Il y a une façon de savoir si vous avez accès au Web of Science via l'IMI, c'est ici, Documents. Si vous accédez au Documents, ça veut dire que vous pouvez utiliser le Web of Science dans son entièreté. Si vous pouvez chercher que Researchers, c'est pas grave, mais accéder au Web of Science via l'IMIST, e-ressources ou e-resources, et à partir de là, vous pouvez avoir accès à l'expérience complète du Web of Science. Alors, je vais prendre le nom, c'est Majdoubi Adil. Ok, donc moi c'est comme ça que je cherche. Donc ça c'est un identifiant qui a été créé en 2022. C'est l'algorithme qui a créé le profil. Alors Adil Majdoubi qui est avec nous aujourd'hui, je vous conseille, vous vous connectez et vous revendiquez votre profil. À partir de là, vous aurez plus de positions ici, d'informations sur la position, pardon. Ici, je ne vois pas l'information parce que le profil n'a pas été revendiqué. Donc, je reprends. Le profil, là, ici, il est limité parce qu'il n'a pas encore été revendiqué. Mais à confirmer si c'est bon, Adil Majdoubi, ça m'a l'air correct. 2 institutions au Maroc. On parle de maths, physique, ingénierie, équation différentielle, méthode des éléments finis, etc. Si c'est correct, on regarde les publications. Il y a, il y a 4 publications. Si c'est correct, ben ensuite, là, on dit claim my record. Donc, je vais revendiquer le profil. OK? Et à partir de là, je vais avoir plus d'informations. Sur un profil complet, je vais vous montrer, je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure. Ici, dans Peer Review, j'ai les peer reviews que j'ai faites. J'ai oublié de vous montrer ça. J'ai le rapport des citations. Je peux exporter si je veux. Mes publications
au cours du temps, les citations que j'ai reçues en cumulé. Si je repars sur mon profil et ici, Open Metrics, donc j'ai un tableau de bord. Ok, donc où est-ce que je me situe? Je me situe au niveau de ma carrière. Et là, j'ai même la carte des gens qui m'ont cité. Donc, une citation de Fest, une citation du Canada, des États-Unis, d'Europe et ainsi de suite, d'Afrique du Sud. Et je peux descendre et j'ai même les examens de manuscrits que j'ai faits. Le premier, c'était en mars 2021. Et il y a même une comparaison entre la longueur des rapports que je fais avec tous les rapports de tous les examinateurs et les examinateurs de mon université. Ok. Bon, on a fait le tour. Une question si vous avez des publications dans des revues non indexées, est-ce que vous avez une identité ou vous devez vous considérer comme si vous n'avez jamais publié? Non, non, on peut, encore une fois, hein, je pense qu'il y a une confusion entre là, n'importe qui peut créer un profil. D'accord? N'importe qui. Donc là, moi, je suis connecté automatiquement. Vous allez dans Web of Science. Ici, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle Sign in Register. Vous cliquez sur Register, ça y est, vous avez un profil. Vous avez un profil et vous allez avoir un identifiant. C'est juste que bah, votre profil sera vide parce qu'il n'y a pas encore de publication. Ok. Donc, la première étape, c'est créer un profil. Comme LinkedIn, comme Facebook, vous créez un profil, mais si je mets rien dedans, ben, il n'y aura rien dedans. Ce qui se passe, c'est que vous allez quand même donner des informations sur votre nom. C'est ce que je vais mentionner tout à l'heure. Je vais donner mon nom, je vais donner l'affiliation, le nom de l'université à laquelle je suis affilié, où je suis basé, l'université Mohamed Khamis Arbat, l'université Hassan II, Casablanca, et ainsi de suite. Je peux changer ici, là. Et ça, et j'ai mon profil. D'accord? Ensuite, ici, je peux avoir des préférences. Je vais dire au Web of Science, mets à jour mon profil automatiquement. Dès que tu vois une publication qui correspond à mes données, ben Web of Science va le mettre à jour par rapport à l'adresse mail, par exemple. Il y a des profils de chercheurs qui ont fait des examens de manuscrits, mais ils n'ont pas encore de publication. C'est possible. Ensuite, ici, si je repars sur la page d'accueil, si je vais ici, je peux rajouter des publications. Donc là, Web of Science, déjà, il va suggérer des publications. Il me dit, bon, il n'a rien trouvé parce que l'adresse mail que j'utilise, il n'a rien trouvé de nouveau. D'accord? Mais je peux rajouter des publications par identifiant. Par exemple, j'ai le DOI d'une publication. Là, le DOI, c'est un identifiant unique de publication. Même si elle n'est pas indexée, je peux quand même l'ajouter. D'accord? Ensuite, je peux exporter ou téléverser un fichier. Par exemple, j'utilise EndNote, RefWorks, Mendeley, Zotero, etc. Ou je vais dans, supposons, je vais dans mon profil, je vais dans mon profil ici, où je vais faire autre chose. Par exemple, je vais faire Middle East. Peu importe, hein, c'est juste pour prendre une publication. Supposons, hein, ça c'est ma publication. Bah là, je vais récupérer le fichier EndNote, BibTeX ou RefWorks, etc. Je vais avoir un fichier. Je vais venir ici et je vais le téléverser ici. Même si la publication n'est pas indexée, je peux rajouter ma publication dans mon profil. L'autre étape, si vous avez déjà un ORCID, là, Web of Science me dit que c'est déjà connecté. Et là, je peux importer les publications. OK. Je vais essayer de trouver. Alors, comment je peux faire je vais essayer de trouver quelqu'un qui a des publications. euh, hum, 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 est-ce que je peux regarder? Je vais regarder lui, mais je ne sais pas. Alors, lui, je le connais bien. Si je prends lui. Ouais, voilà. Donc là, c'est un bon exemple. Donc là, il a 182 publications indexées et il y en a 128 dans
dans Web of Science Core Collection. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir quelqu'un d'autre peut-être. Un instant. Très rapidement, juste pour voir vite fait. Quand c'est pas indexé, c'est affiché ici, non indexed. Et en fait, vous pouvez pas cliquer dessus, en fait. C'est tout. C'est uniquement ça la différence. Vous n'aurez pas les citations et tout parce qu'elle n'est pas indexée dans le Web of Science. Mais ouais, donc j'ai pas d'exemple ici. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Prendre quelqu'un au hasard très rapidement pour vous montrer. Ok. Oui, par contre, question de Hind, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une publication indexée sur le Web of Science pour avoir la mise à jour de profil automatique? La réponse, dans ce cas-là, c'est oui. Je vais prendre Farida ici, juste comme exemple, pour voir, juste pour voir. Je pense que ça, c'est de la physique, vu le nombre de publications. Prendre quelqu'un d'autre. Ouais, ça, c'était de la physique. Juste un instant. Ok, par exemple, Hakim ici. Voilà, donc lui, par exemple, c'est un bon exemple. Il a revendiqué son profil, puisqu'on a sa photo et on a la icône ici. Voilà, super exemple. Dans le Web of Science, on trouve 328, mais il a des publications non indexées. Et ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On peut rajouter des publications non indexées. Et j'imagine qu'il l'a ajouté en faisant le DOI, en ajoutant le DOI. Donc là, je ne peux pas cliquer. Il n'y a pas de citation, pas de référence parce qu'elle n'est pas indexée dans le Web of Science. Mais il l'a quand même ajouté à son profil. Et là, on a le résumé, 358 publications. Il y en a 30 qui ne sont pas indexées. Mais quand même, il a voulu les rendre visibles dans le Web of Science. Euh, alors, j'ai un exemple ici. Si j'ajoute une publication, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas ma publication, mais c'est une façon de faire, c'est le DOI. DOI, c'est l'identifiant unique de la publication. Donc là, si je fais search, ben, là, Web of Science il a quand même trouvé la publication, le titre et le lien. Mais elle n'existe pas dans le Web of Science. Donc, il n'y a pas d'identifiant Web of Science. OK? Donc, si je prends ça, et là, je pourrais l'ajouter. Bon, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas ma publication. Voilà, j'arrive pas à y accéder. Ici, si je prends juste les DOI, voilà, donc là j'ai accès. Non, ça c'est le ResearchGate. Je vais prendre le journal. Voilà, donc on retrouve Abd Hakim, Bouyahia. Ici, on a le DOI. Donc ça, c'est un journal typiquement qui n'est pas indexé dans le Web of Science, mais on peut quand même l'ajouter. Ok. Donc, je vous conseille, si vous avez déjà des publications, cherchez votre nom, revendiquez votre profil. Si vous n'avez pas encore de publication, créez quand même votre profil. Ça vous donne un certain niveau de, de visibilité dans le Web of Science. Et si vous avez des publications non indexées, vous pouvez quand même les ajouter dans le Web of Science. Ok. Il n'y a pas de liste de présence, vu que vous êtes inscrit. J'ai le rapport de présence. Et je vous enverrai les attestations dès que possible. Une autre question intéressante, lorsqu'on trouve un article sur Google Scholar, comment vérifier si le journal dans lequel il est publié est indexé? Alors, je vais vous faire une démo très rapide. Google Scholar, je vais juste prendre une publication Middle East and North Africa, Middle East. OK. Where is the Middle East? Bon, je vais prendre une publication récente, par exemple ici. Donc ça, c'est un livre. OK. Donc là, je trouve que c'est une publication 2025. C'est publié
dans NEA ou Nature Medicine. Donc, Nature Medicine, il y a un site important qui s'appelle MJL. C'est Master Journal List Clarivate. Ça vous donne, c'est la plateforme pour vérifier si une revue, un journal. Je vous mets le lien dans le chat. Nature Medicine. Donc, c'est une liste de journaux indexés dans le Web of Science. À partir du nom ou même le ISSN, c'est-à-dire l'identifiant unique du journal, je peux vérifier si le journal est indexé. Il en a trouvé 5000 qui contiennent Nature ou Medicine, mais il y en a un exact. Il y a un nom exact qui correspond au journal qui s'appelle Nature Medicine. Et vu qu'il l'a trouvé, là, sans rentrer dans les détails, il est indexé dans le Web of Science. Si je veux aller plus loin, il est indexé dans Science Citation Index Expanded. Mais il est aussi indexé dans d'autres bases de données. Voilà. C'est comme ça qu'on vérifie si un journal ou une revue est annexé dans le Web of Science. OK. Alors, merci à toutes et à tous. On a vraiment débordé. Merci à toutes et à tous pour votre participation, les questions nombreuses et très intéressantes. Alors, mes excuses si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il y a vraiment beaucoup de messages dans le chat. Vous recevrez la présentation, l'attestation dès que possible, le lien vers l'enregistrement, un rappel des liens que j'ai partagés aujourd'hui. Vous aurez aussi mes coordonnées. On reste en contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions et je répondrai dès que possible. Et bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Bon courage, salam alaikum wa rahmatullah. Merci, c'est Jamel. Merci tout le monde. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine session, Inch'Allah, de formation. Merci tout le monde. Merci Kalama pour l'organisation. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir, salam alaikum.